Bienvenue pour un nouveau cours de sciences naturelles. On commence la deuxième unité, information génétique et génie génétique. Comme début, on va proposer la problématique. Donc, problématique de l'unité numéro 2. Chaque être vivant présente un ensemble de caractères héréditaires, caractères spécifiques de l'espèce et caractères individuels. Donc, caractère de l'espèce, ça se voit que ce sont des lionnes, et caractère spécifique, celle-ci elle est blanche et celle-ci elle est brune. La conservation de ces caractères au cours des générations suggère l'existence d'un programme génétique dit information génétique, qui est transmis de la cellule mère aux cellules filles. La science qui étudie la nature, la structure, la transmission de l'information génétique, ainsi que son expression sous forme de caractères observables, s'appelle la génétique. La recherche en génétique a permis de mettre au point des techniques de manipulation de l'information génétique appelées génie génétique, permettant la production de nouveaux organismes, plantes, animaux, etc., génétiquement modifiés, ce qu'on appelle OGM, à partir des lignées naturelles. D'après ces données, on peut poser la question: qu'est-ce que l'information génétique et qu'est-ce que le génie génétique? Donc vous voyez qu'on va avoir deux chapitres dans cette première unité. Si on commence par le premier chapitre, on va chercher le concept de l'information génétique. Pour cela, on va proposer toujours des problématiques. Toutes les cellules œufs résultent de la fécondation apparaissent morphologiquement très semblables. Pourtant, elles conduisent à des individus originaux, tant par leur caractère spécifique que par leur caractère individuel. Une cellule œuf d'un lapin donne un lapin. Une cellule œuf d'être humain donne un être humain. Une cellule œuf d'un oursin donne un oursin. Donc la cellule œuf possède le programme appelé information génétique, qui est à l'origine de tous les caractères héréditaires de tout être vivant, animal ou végétal ou micro-organisme. Et cette information génétique se conserve et se transmet d'une cellule à une autre. Donc comme question, on peut se poser: où sont stockées les informations héréditaires? Quelle est la nature chimique de l'information génétique? Comment se transmet cette information génétique de génération en génération? Quelles sont les éventuelles conséquences? Et comment l'information génétique est contrôlée ou contrôle l'apparition d'un caractère? On va voir chaque partie séparément dans une vidéo séparément. Donc on va commencer par chercher où sont stockées ces informations héréditaires. La cellule est l'unité structurale des êtres vivants, qui sont classés en êtres unicellulaires, formés d'une seule cellule, totipotente, qui exerce toutes les fonctions, comme une bactérie par exemple. Être pluricellulaire, formé de plusieurs cellules, chaque groupe de cellules se différencie en un organe qui accomplit une fonction, et l'ensemble des organes constitue l'être vivant, animal ou végétal. Donc, à notre conception, l'information génétique se trouvait dans la cellule œuf, qui contient donc tout le plan de montage de l'individu, c'est-à-dire son information génétique. On rappelle qu'une cellule comprend trois éléments: la membrane, le cytoplasme et le noyau. Donc la membrane, le cytoplasme et le noyau, en plus bien sûr de différents organites. Donc on peut se poser la question: dans quelle partie de la cellule est localisée l'information génétique? Est-ce dans la membrane, le cytoplasme, les organites ou le noyau? Activité numéro 1. Mise en évidence de la localisation de l'information génétique chez les eucaryotes unicellulaires. Donc les eucaryotes sont les cellules qui ont un noyau
bien visible. Pour localiser l'information génétique chez les êtres unicellulaires formés d'une seule cellule, on réalise les expériences suivantes chez l'amibe et Acetabularia. Une amibe, voilà un exemple. Acetabularia, voilà un exemple. Donc les deux, animal et végétal, sont des cellules, sont des êtres vivants unicellulaires. On commence par les expériences. La mérotomie, ça veut dire on va couper l'amibe en deux parties. Une partie qui a un noyau et une partie qui n'a pas de noyau. Par contre, la greffe, on va greffer un noyau d'une amibe à une autre amibe dont on a enlevé le noyau précédemment. Donc, on a enlevé le noyau et on prend ce noyau de l'amibe B pour le donner à l'amibe A. Et voilà le résultat qu'on peut voir. Pour la stabularia, même chose. La mérotomie, c'est-à-dire on va couper cette cellule en trois parties, l'ombrelle ou le chapeau, la tige et le rhizoïde. Donc la partie basale. Et vous avez ici les résultats. Pour la greffe, même chose. On prend deux Acetabularia, l'une à chapeau rond, l'autre à chapeau crénelé. Et on va échanger les noyaux. Et voilà les résultats. Comme question, donner une explication à chacune de ces expériences et en déduire la localisation de la formation génétique chez les eucaryotes unicellulaires. N'oubliez pas d'arrêter la vidéo et répondre aux questions tout seul, bien sûr, puis redémarrer la vidéo pour comparer vos réponses. Alors, pour la première expérience concernant la mérotomie de l'amibe, on constate que la partie anucléée, c'est-à-dire la partie sans noyau, la partie anucléée dégénère, et que la partie nucléée survit et régénère la partie perdue. Donc voilà, on a deux parties qui sont petites. Par contre, la présence d'un noyau, elle va agrandir. Par contre, celle-ci, elle va dégénérer. Et même la cellule qui a un noyau peut se diviser. Pour la greffe, l'expérience numéro 2, la greffe du noyau dans la partie anucléée permet sa survie, la régénération de la partie perdue et sa division. On déduit que le noyau est nécessaire au maintien de la vie des cellules et il est responsable ou il est le responsable de la régénération des parties cytoplasmiques perdues. On va voir maintenant pour la stabularia, concernant la mérotomie. On observe que seulement le rhizoïde, c'est-à-dire la partie basale qui contient le noyau, qui reste vivant, la partie donc, le rhizoïde reste vivant, et régénère une nouvelle algue semblable à la première, tandis que les autres parties, le chapeau et les pédicules ou la tige, qui ne contiennent pas de noyau, meurent après quelques jours. On déduit que le rhizoïde possède un élément, le noyau dans ce cas, nécessaire à la survie et à la croissance de l'algue. Pour la greffe, sur deux fragments anucléés des deux types d'acétabularia, on greffe le noyau d'une espèce dans le cytoplasme de l'autre. On constate que le noyau d'Acétabularia mediterranea, dont le noyau est arrondi et rond, régénère un chapeau rond sur le pied de Acétabularia crenulata, celle qui a le chapeau crénulé. Et le noyau de crenulata régénère un chapeau crénulé sur le pied de Acétabularia mediterranea qui avait un chapeau rond. On déduit que l'information génétique responsable de l'apparition des caractères héréditaires est conservée dans le noyau et non pas dans le cytoplasme. Donc on peut déduire que chez les eucaryotes, l'information génétique responsable de tous les caractères héréditaires de l'espèce se localise dans le noyau de la cellule. Activité numéro 2. Mise en évidence de la localisation de l'information génétique chez les eucaryotes pluricellulaires. On a deux documents. Le premier concernant le xénope, c'est-à-dire un amphibien. En 1960, le biologiste anglais Gurdon travaille sur des amphibiens de l'espèce xénope, un crapaud. Par irradiation aux rayons ultraviolets, il détruit les noyaux d'ovules pondus
par des femelles de variétés sauvages de couleur brun-vert. La xénope femelle, dont les ovules ont été traités par l'ultraviolet et dont on élimine ou on détruit le noyau. Donc on va avoir des ovules sans noyau. Dans ces ovules sont transplantés des noyaux de cellules intestinales d'un tétard de xénope albinos, dépourvu de pigments. On prend un albinos, un tétard albinos, c'est-à-dire dépourvu de pigments. On prend une cellule de ses intestins, dont on prend un noyau, qu'on injecte ou qu'on greffe dans l'ovule sans noyau. 54 œufs préparés, 30 ont donné des adultes tous identiques, entre eux de même sexe et albinos. Donc on va voir un tétard, puis des xénopes. Ces xénopes-là sont albinos, comme le tétard qui a donné le noyau. Document numéro 2, expérience de transfert de noyau chez la souris. On prélève une seule cellule, enfin une cellule œuf, notée B, issue de 2 souris à l'appelage blanc. Une cellule œuf, notée N, issue de 2 souris appelage noir. On transfère, en s'aidant d'un microscope, le noyau de la cellule B, blanche, dans le cytoplasme de la cellule N, noire, préalablement énucléée, préalablement le noyau, donc privé de son noyau. La nouvelle cellule composée du noyau de B et du cytoplasme de N est ensuite réimplantée dans l'utérus d'une souris porteuse G, c'est-à-dire souris grise. Après gestation, cette souris grise met bas un souriceau blanc. C'est-à-dire que la souris grise n'a pas donné naissance à un souriceau gris, mais à un souriceau blanc. C'est-à-dire, il présente les caractères ou l'information génétique qui était portée par le noyau des souris blanches. Comme question, exploiter le résultat de ces deux expériences en vue de déduire la localisation de l'information génétique chez les pluricellulaires. On observe que le xénope albinos provenant du développement de l'ovule a hérité le caractère du xénope donneur du noyau, et non pas celui du xénope qui a donné l'ovule sans noyau. Bien que c'est un noyau d'une cellule intestinale, le développement embryonnaire a abouti à des individus identiques au donneur du noyau, le xénope albinos, et de même sexe que lui. Donc, les caractéristiques d'un individu dépendent des informations contenues dans le noyau de ces cellules. Donc, l'information génétique se localise dans le noyau, le cytoplasme n'intervient pas. Pour le document 2, les souriceaux qui naissent ont un pelage blanc, comme la souris qui a donné le noyau. Cette expérience montre qu'en changeant seulement le noyau de la cellule œuf, on change les caractères de l'individu résultant. Ceci confirme que l'information à l'origine des caractères héréditaires se situe ou se localise dans le noyau de la cellule œuf. Donc toute cellule contient un noyau qui porte l'information génétique de cet individu. Remarque, même les prokaryotes, c'est-à-dire les bactéries, c'est-à-dire les êtres unicellulaires prokaryotes, sont des êtres vivants qui n'ont pas de noyau. Donc, leur information génétique se trouve simplement dispersée dans le cytoplasme, c'est-à-dire dans le hyaloplasme, exemple de bactéries. Donc, voilà un exemple, une bactérie, et voilà son information génétique qui est dispersée dans son cytoplasme. Comme conclusion, l'information génétique qui détermine les caractères héréditaires est localisée dans le noyau. Dans le noyau, chez les êtres vivants, eucaryotes, animaux et végétaux unicellulaires et pluricellulaires. Dans le cytoplasme, des êtres vivants prokaryotes. Donc, chez les eucaryotes, cette information génétique peut être transmise à une autre cellule par le transfert du noyau. Remarque, l'information génétique est localisée dans une structure particulière de la cellule appelée noyau. L'application de cette connaissance a permis des expériences de clonage, duplication, copie de reconstitution d'un organisme à partir de son information génétique, exemple la brebis Dolly, des expériences de transgenèse, greffe d'une partie de l'information génétique d'un organisme sur un autre organisme afin de modifier les caractères, être transgénique, c'est ce qu'on appelle OGM, organisme génétiquement modifié, et qu'on va voir dans le deuxième chapitre de cette deuxième unité.
Alors, comme exercice, Dolly, née le 5 juillet 1996 à Édimbourg, Royaume-Uni, Institut de Roslin, est morte le 14 février 2003. Est une brebis célèbre pour être le premier mammifère cloné de l'histoire à partir d'un noyau de cellules somatiques. Non pas cellules germinales, mais cellules somatiques, c'est-à-dire du corps, adulte, par l'équipe de Kate Campbell et Ian Wilmut chez PPL. Thérapeutique en association avec l'Institut Roslin à Édimbourg, en Écosse. Donc voilà le document qui présente l'expérience, les étapes de cette expérience pour aboutir à la brebis qu'on a appelée Dolly. À partir de la technique du clonage reproductif, document 1, montrer que les caractères héréditaires sont sous le contrôle de l'information génétique localisée dans le noyau. Cette expérience montre qu'en changeant seulement le noyau de la cellule œuf, on réussit à changer les caractères héréditaires de l'être vivant, de l'être obtenu. En réalité, la brebis obtenue est totalement identique à la brebis qui a donné l'œuf, c'est-à-dire que l'on a réalisé une copie de cette brebis. On déduit que l'information génétique présente dans le noyau contrôle l'apparition des caractères de l'individu. Avec ce protocole expérimental, on peut obtenir plusieurs brebis en répétant l'expérience et en utilisant plusieurs cellules embryonnaires, c'est ce qu'on appelle clonage. Deuxième exercice, en exploitant les étapes de cette expérience, détermine la couleur du lapro obtenu. Le lapro qu'on va obtenir, est-ce qu'il va être noir, comme celle-ci, ou grise, comme celle-ci, ou blanc, comme celle-ci? Si vous répondez blanc, c'est faux. Si vous répondez gris, bravo. Pourquoi? Parce que le noyau a été donné par la lapine grise. Voilà. À la prochaine vidéo concernant comment se fait le transfert de l'information génétique d'une cellule à une autre.